Bonjour, aujourd'hui nous recevons Florian Mentionne. Bonjour. Donc Florian, né en 49, Oui. 2 filles, 4 petits-enfants. Exact. Des petites filles ou des petits garçons? Une petite fille qui est grande, en fait, qui a 16 ans, et 3 petits garçons. Ouais. Voilà, alors ce qui caractérise Florian, c'est d'abord que c'est une personne qui compte à Montpellier. Moi, je compte sur mes mains, sur mes doigts, oui, je compte. Je sais compter. Et sa boulimie Ça, oui, ça c'est vrai. est curieux, intellectuel, d'origine sicilienne et de Tunisie. Je revendique mes origines siciliennes. Quand on me dit vous êtes d'origine, mentionne c'est d'origine italienne, je dis non, c'est pas d'origine italienne, c'est d'origine sicilienne, pas pareil. Donc, père menuisier, Hum. vous êtes à la recherche de votre passé. On vit avec notre passé, on vit avec notre présent, et on vit avec notre futur. On vit avec les trois. Les cours d'italien, Ouais, je parle c'est ça. italien. Vous parlez couramment? Je parle assez bien italien, oui. D'accord. Donc, un QI supérieur à la moyenne. Je suis en 32, c'est pas... C'est combien la moyenne? 100. D'accord. Mais Donc, pour c'est faire partie- supérieur à la moyenne. Mais pour faire partie de Mensa, parce que j'ai fait partie de Mensa, il faut avoir un QI supérieur à 132. Voilà, donc j'ai fait partie de Mensa, C'est qui est combien une de ça? association internationale qui regroupe des personnes ayant un QI supérieur à 132. Et j'ai même été président de Mensa au niveau de Languedoc-Roussillon. vous voyez. Voilà, alors, Florian a de l'esprit. Il édite des bouquins, entre autres, sur les lapsus d'entreprise. Voilà, avec notre ami Jean-François Ramirez, que vous Exact. retrouvez dans La Glorieuse. La phrase qui lui correspond bien, c'est « Il vaut mieux faire les choses que d'attendre de mieux faire, que mieux les faire ». C'est ça? Oui, entre autres. J'ai beaucoup d'aphorismes en fait. Hein, mais- Vous en avez une autre peut-être? Vous en avez un autre aphorisme? Oh, la meilleure des compétences, c'est celle d'en trouver chez les autres. Très bien. Donc entrepreneur, alors entrepreneur, homme de réseau et écrivain. Donc on va commencer par entrepreneur, Oui. à la retraite, mais président honoraire du célèbre... Je ne suis pas à la retraite. Je suis pensionné, mais non retraité. Pensionné, Si oui. vous voyez la nuance. Le pensionné, Expliquez-moi. c'est très simple. Le pensionné est celui qui touche une pension. Donc chaque trimestre, je reçois des sous, parce que j'ai cotisé pendant toute ma carrière professionnelle. Donc chaque trimestre, je reçois des sous. Ça s'appelle une pension en français. En droit français, ça s'appelle une pension. Le retraité, lui, a cessé toute activité professionnelle, ce qui n'est pas mon cas. Donc je suis pensionné, mais non retraité. Je tiens à cette nuance. Voilà, donc du célèbre Florian Mentionne Institute. C'est l'Institut éponyme, effectivement. Alors, j'ai un peu recherché, on m'a dit que c'était dans le top 10 des instituts de ressources humaines en France. C'était ou c'est toujours? C'est toujours, c'est toujours. On Euh, travaille dans le domaine donc si on veut chercher du boulot, on vient vous voir. Je dirais oui, mais je préfère que les entreprises viennent me voir pour rechercher des cadres pour eux. Parce qu'il y a 2 volets en fait dans le recrutement. Il y a l'employeur, puis il y a le candidat. Mes clients sont les employeurs, ne sont pas les candidats en fait. Donc je préfère avoir des contacts avec des chefs d'entreprise qu'avec des candidats. Les candidats, je les trouve après. Vous les trouvez tout seul. C'est pas simple, mais on les trouve, on est bien organisé. Vous mettez des annonces dans les journaux, sur Internet. Voilà. Maintenant, vous les mettez plus dans les journaux ou toujours dans les Non, journaux? non, plus dans les journaux. Non, non. Uniquement sur Internet. Sur Internet. Et dans le Voilà. CV Tech, on a 200 000 CV dans notre CV Tech. Ah oui. Dans le téléphone qui est dans la poche, Alors, j'ai 200 000 CV. donc comme je me suis renseigné, en 46 ans, vous avez recruté 20 000 personnes. Donc ça fait une personne par jour, à peu Alors, près. pas moi tout seul, mais c'est vrai. Pas moi Enfin, tout votre seul. entreprise. Hein. Mais mon cabinet, effectivement, a Alors, recruté 20 000 et quel est le secret là pour percevoir le talent chez les gens et les recruter? Quel est votre secret? D'abord, et c'est basique ce que je dis, il faut aimer les gens. Voilà. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas travailler dans le domaine des ressources humaines. Et puis mon secret, c'est que le recrutement, vous êtes assis Tristan, le recrutement, Vous voulez que je me lève? ah non, mais quoi, c'est sûr, vous ne tombiez pas sur ce que je vais dire. Le recrutement n'est pas un problème de candidat. Ça semble surprenant, mais le problème n'est pas un problème de candidat. C'est un problème d'entreprise. Le recrutement, c'est la résolution d'un problème socio-économique et humain. Un problème organisationnel et humain. Voilà, le secret c'est ça en fait. Et donc quand je suis mandaté pour une mission pour recruter un candidat, ben, je commence par auditer l'entreprise, vérifier si le besoin exprimé
correspond bien aux besoins réels, ce qui n'est pas toujours le cas en fait. Hein. Et après, on va bâtir une fiche de poste, après on va bâtir un profil de candidat, après on va bâtir une stratégie de recherche pour trouver les candidats. Et puis après, une fois que le candidat est sélectionné, on va l'aider à s'intégrer. Donc c'est un processus qui est très long. Il n'y a pas... Vous savez, Tapi disait, une personne rentre dans mon bureau, les 3 premiers gestes, les 3 premiers mots, les 3 premiers pas, je le juge. Moi, je ne sais pas faire. Hein. Moi, je suis très besogneux. Vous n'êtes pas comme Tapi, alors? Non, pas du tout. Je suis très besogneux. Alors, j'ai entendu dire que vous disiez jamais du mal des candidats, mais le problème, c'est quand vous dites rien. Ah, l'indifférence est une arme redoutable, c'est sûr, bien sûr. Bon, alors à votre actif d'écrivain, donc la deuxième partie du personnage, écrivain, donc à votre actif, donc vous m'avez dit 26 ouvrages. Oui, tout à fait. Est-ce que vous en conseillez un en particulier? Ah, ils sont tous différents avec des objectifs différents en fait. Hein. J'ai même écrit un conte initiatique qui s'appelle Le Grand Prince, pas Le Petit Prince, mais Le Grand Prince. J'ai écrit des recueils de poésie, j'ai écrit des recueils d'aphorismes, des bouquins sur le management, des bandes dessinées avec Jean-François Ramirez. Voilà. Je suis très éclectique. Donc votre prochain bouquin, c'est Napoléon et le management. Oui, c'est le management selon Napoléon, oui, effectivement. Est-ce qu'on fait pas trop parler Napoléon? Est-ce qu'on peut parler de management quand on voit le fiasco de la campagne de Russie? Je vais vous dire. Moi, je suis président. Peut-être qu'on en C'est 2 questions. Hein, peut-être qu'on abordera tout à l'heure, mais je suis président d'une association qui s'appelle le Cercle Montpellier-Cambacérès. Oui, on en parlera tout à l'heure. Alors, dans le cadre de ce club, j'ai invité un garçon qui s'appelle Alain Pijard, qui était l'ancien président du Souvenir napoléonien, donc une autorité dans le domaine de Napoléon, qui nous a fait une conférence sur Napoléon et la Légion d'honneur. Bon, comme j'ai la Légion d'honneur, je l'ai invité, on en a parlé, c'était très intéressant. Et il m'a séduit, ce garçon-là. Je l'ai appelé quelques jours après sa venue à Montpellier, et je lui ai dit, Alain, je voudrais faire un bouquin sur le management selon Napoléon. D'accord. Alors, il m'a dit, oui, c'est une bonne idée, ça s'est pas fait. Je dis, mais je vais faire un bouquin original. Je voudrais interviewer Napoléon. Ah, mais ça, c'est pas bête, ça. Et je voudrais interviewer Napoléon à Sainte-Hélène. Ah, alors là, c'est pas bête. Et je veux que ce soit vous qui jouez le rôle de Napoléon, et moi le rôle de journaliste. Voilà, il était emballé. Voilà. Donc je suis allé le voir à Dijon pendant plusieurs heures, je l'ai filmé, et donc j'ai constitué du matériau pour écrire un bouquin sur le management selon Napoléon, qui va bientôt sortir. Parce que Napoléon, on lui fait toujours une carrière extraordinaire, le code civil, les lycées, enfin voilà. Ouais. Mais il y a le côté sombre aussi. Oui, mais ça m'intéresse pas. Moi le côté qui m'intéresse, c'est le management, c'est-à-dire comment faire travailler les gens, comment les envoyer réaliser des objectifs. Il y a des centaines de milliers de morts, il a envoyé des centaines de milliers de personnes se faire tuer sur tous les champs de bataille. C'est évident, oui, bien sûr, mais c'est pas le côté qui m'intéressait. Le côté qui m'intéressait, c'est comment motiver ses troupes. D'accord. Hein, la Légion d'honneur, c'est un hocher. Hein, tirer l'oreille de son brave soldat, c'est une technique d'animation, hein, de motivation. Voilà, ça m'intéresse en fait. Hein. Donner la chance à des jeunes pour les faire grandir, les nommer général, les nommer maréchal, ça m'intéresse. Bon, troisième partie, les réseaux. Donc dire que vous investissez beaucoup dans les réseaux, c'est un mot faible. Moi, j'apprends beaucoup des autres. Et pour apprendre des autres, il faut être actif, il ne faut pas être passif. Et quoi de mieux que d'être à l'intérieur d'un groupe professionnel, amical, pour échanger, pour se former et pour apprendre des autres. Et donc, comme je suis très éclectique, je me suis intéressé aussi bien à SOS Amitié, parce qu'on apprend beaucoup de choses à SOS Amitié, que les dirigeants que personne de France. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on apprend beaucoup à chaque fois. Donc je vais faire un petit inventaire à la Prévert, si vous me permettez. Je parie que vous ne l'aviez pas, SOS Amitié. Non, justement. Et c'est une excellente association. J'ai entendu dire que dans la franc-maçonnerie, vous avez créé des obédiences. Des loges. Des loges. Donc vous êtes à la CCI, au MEDEF, à Mozart, à Cambacérès, à Bacchus de Cambacérès, au Rusologue, à la Simplification, à l'Académie du Couscous. L'Académie internationale du Couscous. Internationale. Ah, c'est pas pareil. Et arrêt entreprise. Alors, j'en ai oublié, je crois qu'il y en a en sommeil. Oh, je vous dis, SOS Amitié, c'est une très belle association, en fait, hein, bien sûr. Ça consiste en quoi, SOS Amitié?
Ben, c'est le secours moral par téléphone. J'en suis plus membre en fait, hein, mais il y a très longtemps. C'est vous qui l'avez créé? Ah, pas du tout, non, Ah. c'est une association nationale hein, qui a été popularisée par le Père Noël est une ordure, vous savez. Ah ben bien sûr, oui, Voilà, oui. hein, c'est le même principe. Ça ne D'accord. s'appelait pas SOS Amitié dans le Père Noël est une ordure, mais c'était pareil en fait. Hein. Il y avait une antenne locale à Montpellier? Bien sûr, dans toutes les villes en France, il y a une antenne locale en fait. Hein, et donc j'ai été ce qu'on appelle un écoutant. Pas un répondant, comme disent les Belges. Les Belges parlent de répondant. Nous, on parle en France d'écoutant. Donc, pour terminer le portrait, hein, qui est particulièrement long, donc, vous avez plusieurs passions, la philosophie, vous êtes intéressé par les idées des autres, l'écriture, donc je disais, les voyages en famille, vous faites du théâtre. Un petit peu, oui. Vous êtes pongiste Oui. et ex-président du NTT. Oui, Montpellier Tennis de Table, oui. Voilà, qualité, humain, ambitieux, fidèle en amitié. Et vous oubliez ma principale passion, Tristan. Vous Vous ne oui, saviez dites-moi. pas peut-être. Non, je ne savais pas. Ma passion, c'est ma femme. Ah oui, mais bien sûr. C'est oui. Christine. Oui, C'est voilà. Christine. C'est important. Ça fait 45 ans qu'on est mariés officiellement, plus une période d'essai, ça fait quand même quelques bonnes années. Alors, défaut, vous m'avez dit j'en ai pas, mais bon, j'ai un peu cherché, je me suis dit, Non, j'en ai pas. il y a quelqu'un qui m'a dit un ego important, mais il en rigole. Ben, vous l'illustrez bien, on l'illustre bien tous les deux. Bien sûr. Est-ce que j'ai fait un bon CV de vous? Ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Bon, on commence par le numéro 857 de la Glorieuse, donc on attaque sur le vélo, l'autre enjeu des municipales. Vous circulez en vélo? Non, mais je rentre de Copenhague. On a fait un voyage dans les fjords norvégiens. On a pris le bateau à Copenhague. Et à Copenhague, il y a davantage de vélos que de voitures. Parce qu'en ce moment, il y a Philippe Sorel à Copenhague. Vous l'avez croisé, non? Non. Et c'est amusant hein, de constater qu'il y a plus de vélos que de voitures. C'est merveilleux en fait. Hein. Mais bon, c'est un problème presque de société en fait. C'est une démarche sociétale. Hein. C'est une très bonne chose, bien sûr. Ensuite, nous revenons là sur une nébuleuse qui est apparue il y a quelques mois et qui s'appelle Nous sommes. Une nébuleuse de gauche, donc on fait le point sur cette nébuleuse politique, bien sûr. Vous avez entendu parler? Pas du tout. Voilà. Est-ce que nous sommes à l'abri d'une catastrophe Céveso à Montpellier et dans le Languedoc-Roussillon? On revient là-dessus aussi. Sur la victoire de l'écolo Clo-Clo, en difficulté à la mairie de Murles, mais candidate à la mairie de Montpellier, maintenant. Et la deuxième partie de la sanglante mutinerie à bord du Friedrich Arca. Je ne sais pas si vous avez lu la première partie. C'était la semaine dernière. C'est un bateau qui est parti de Sète et dans lequel il y a une mutinerie. Il y a une dizaine de matelots qui sont rentrés après avoir zigouillé tout l'équipage et avoir jeté à bord le capitaine, son second. Et donc, ça s'est passé juste après la Révolution française. Pendant 10 ans, ils ont été tranquilles. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit non, il faut faire une enquête. Et finalement, ils ont été tous guillotinés. Voilà l'histoire de la mutinerie du Friedrich Arca. Donc, c'est ce qu'on lira la semaine prochaine dans la Glorieuse. Florian, est-ce que vous lisez la Glorieuse? Enfin, Tristan, je suis un de vos premiers abonnés, même pas lecteurs, abonnés. D'accord. Depuis le tout début, en fait. Hein, et je lis avec intérêt la Glorieuse, oui, effectivement. L'actualité politique vous intéresse-t-elle? Bien sûr, énormément. Politique et économique, oui. Pourquoi? Parce que c'est du devoir de tout citoyen de s'intéresser à la politique. Je pensais que vous alliez me poser comme question, pourquoi vous ne faites pas de la politique? Ah mais ça va venir. Ah, bon, d'accord. D'accord. Si vous faites les questions et les réponses... Ah bah je peux tout faire, je suis boulimique, je vous ai dit. Et vous l'avez dit, en fait. Hein. Moi, je fais tout. Hein. Humour et politique forment-elles un couple solide? Humour et politique? Oui. Il y a intérêt à avoir un peu d'humour en politique, hein, parce que sinon, ça serait bien triste, en fait, hein, bien sûr, bien sûr. Mais les hommes politiques n'ont pas tellement le sens de l'humour. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils sont trop... Ils lisent tous le Canard enchaîné, et ils aiment bien, quand ils y sont pas, ils sont inquiets, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Oui, mais ils ont peur de choquer, et donc, voilà, les vannes, ils n'aiment pas tellement en faire. Ils sont prudents, ce que vous voulez dire. Oui, ils sont prudents, bien sûr. Quel est le ou la illustre montpelliérain que vous avez retenu, à part Cambacérès? Oh, c'est principalement Cambacérès, en fait. Ah oui, non, parce que... Non, mais à part Cambacérès, bien sûr. Comme illustre montpelliérain
Bon, il y a Chaptal en fait. Hein. Chaptal, c'est la même époque qu'Ambacérès. Et oui, il y a Chaptal en fait. Hein. On reste sur Napoléon, là. Oui, mais bon, c'est important. La chaptalisation, c'est quand même un sacré progrès à l'époque en fait, hein, bien sûr. Quelles sont les problématiques actuelles À Montpellier, à Montpellier, en France, dans la société? la principale problématique à Montpellier, c'est l'emploi en fait. Hein. On a le paradoxe que vous connaissez, c'est-à-dire que la population active augmente d'année en année, et en parallèle, le nombre de chômeurs augmente. Donc il y a un truc quelque part en fait. Hein. Et moi je le constate, même moi quand je fais un recrutement, quand je fais embaucher un candidat, mettons que le candidat vienne de Paris par exemple, donc je crée un poste, je vais venir un Parisien, le Parisien il vient avec son conjoint, le conjoint il avait un poste à Ouais. Paris, et à Montpellier ça se fait pour l'emploi. Donc on crée et un poste et un chômeur. Voilà. Donc il y a l'emploi, il y a les problèmes de circulation, il y a les problèmes de sécurité, les problèmes d'incivilité, voilà les problèmes classiques de toute ville, mais principalement à Montpellier. Donc en un, l'emploi, en deux, la circulation, Oui, et en trois, les incivilités. et la sécurité. Ça va ensemble un petit peu. Ouais, la sécurité c'est encore plus grave en fait. Hein. Moi je suis affolé chaque jour, parce que non seulement je lis la Glorieuse, mais j'ai eu Midi Libre, je suis un abonné depuis tout le temps de Midi Libre. Il y a une page de faits divers. Je m'étrangle à chaque fois quand je lis ma page de faits divers en fait. Hein. C'est Chicago. Chicago, tous les jours. Mais bon, c'était un petit. Il y a 20 ans, c'était la même chose. Je ne sais pas si c'était la même chose. Ça, non, ça, je pense que c'est pareil en fait. Hein. Peut-être c'est pareil, mais c'est pas parce que c'est pareil qu'il faut rien faire qu'en fait. Hein. Il faut agir. Il faut agir. Hein. Les questionnements qui portent sur les symboliques du monde ancien sont-ils bien adaptés aux problèmes actuels? Vous voulez répéter la question? Les questionnements qui portent sur les symboliques des mondes anciens, Les symboliques du monde ancien, ça veut dire ça. les symboliques du monde ancien, ça veut dire les symboles de ce qui se passait autrefois. Est-ce que c'est adapté aux problématiques actuelles? Mais il n'y a rien qui change. Hein. Il n'y a rien qui change. Vous savez, j'ai assisté il y a quelques semaines à une conférence sur l'impact du digital dans la vie de tous les jours, par exemple. Hein. Et donc le conférencier très brillant nous a montré qu'on vivait un monde formidable, avec le smartphone, avec Internet, avec les ordinateurs, qui avait tout bouleversé. Alors je me suis levé, j'ai posé la première question, j'ai dit c'est vrai, mon métier de conseiller en recrutement a été entièrement bouleversé. Parce qu'avec mon smartphone, j'ai 200 000 CV dans mon smartphone. Aujourd'hui, je peux convoquer, passer une offre d'emploi dans la journée, convoquer des candidats, recevoir des candidats et présenter mes candidats à mon client dans la semaine. Grâce à ça. Alors tout le monde a dit, effectivement, c'est révolutionnaire. Je dis, mais vous savez, monsieur, je fais un aveu. Mon métier n'a pas changé. Il n'a pas changé. Moi, conseiller en recrutement, j'ai pas changé de boulot. Pourquoi? Parce qu'en amont, j'ai une démarche commerciale. En amont, j'ai un audit à faire de l'entreprise, comprendre l'organisation, trouver les failles dans cette organisation, trouver une réponse à un problème organisationnel, et puis chercher des candidats, évaluer les candidats, les intégrer, etc. Mon métier n'a pas changé. Comme journaliste. Le métier de journaliste n'a pas changé. Bien sûr, il y a Internet, il y a tout ce que vous voulez, nanana, nanana, les web TV, tout ce que vous voulez, mais au fond du fond, il y a quelqu'un qui va interviewer quelqu'un, il va se renseigner, comme vous l'avez fait, on va l'interviewer, on va poser des questions pertinentes, on va le mettre à l'aise, l'interviewer, etc., etc. Et on va diffuser. Le métier, il n'a pas changé. C'est les tuyaux qui ont changé. Oui, la technologie a changé. Donc je ne sais pas si je réponds bien à votre question sur les symbolismes machin bidule, là, j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est ma réponse en tout cas. C'est quoi le club Cambacérès? Alors c'est le Cercle Montpellier Cambacérès, hein, Oui. c'est une association, loi 1901, qui regroupe 150 personnes de Montpellier, des personnes curieuses, des personnes d'un bon niveau intellectuel, qui aiment bien apprendre et qui aiment bien échanger. Et on fait venir chaque mois un conférencier de talent, donc on l'a créé en 2013, hein, des conférenciers de talent. On a fait venir aussi bien Edgar Morin que l'archevêque Monseigneur Carré, qu'un sexologue qui nous a parlé de la fabuleuse histoire du clitoris. Oui, c'est très très éclectique. Et le Bacchus Cambacérès, donc c'est... C'est une confrérie bachique, les Bacchus Ouais. de Cambacérès. C'est une confrérie bachique, parce que donc on aime bien le vin. On parlait de vin, quoi, là. Alors on parle de vin, on fait des intronisations, on fait des chapitres, ce qu'on appelle donc un chapitre, pour introniser des nouveaux membres en fait. Hein. Quels sont les hommes remarquables aujourd'hui? Les hommes remarquables. Les hommes.
Les hommes remarquables. Les hommes remarquables. À Montpellier. Oui, à Montpellier. C'est une colle, ça. Hein. Soit c'est une colle, soit la réponse, elle est facile, quoi. Si vous voulez ce que je veux dire. Rien ne vous vient en tête. Non. Non, je vois pas. Je vois pas. Non, mais c'est parce qu'autrefois, là, il y avait Cambacérès, il y avait Chaptal, Ouais. sous l'Empire, et c'était des personnes qui comptaient au niveau national. C'est vrai, mais de nos jours, De nos jours. même dans d'autres villes, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas des personnes qui émergent, en fait. Hein. Même nos grands intellectuels, vous avez entendu les Il n'y a pas intellectuels tripette, il n'y a pas tripette. Non, mais vous avez entendu les intellectuels parler des gilets jaunes? Où sont nos intellos? Il n'y en a plus. Est-ce qu'ils ont pris la parole? Est-ce que ce sont des lanceurs d'alerte? Est-ce que ce sont des vigies? On les a pas entendus. Il n'y a plus de Sartre, il n'y a plus de Camus. Donc il n'y a pas d'homme remarquable aujourd'hui. Bah, qu'ils fassent bien leur boulot, c'est déjà pas mal, en fait. Hein, vous savez. Donc vous m'avez parlé tout à l'heure du développement économique de Montpellier Oui. et du problème de l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Je parlerai plus en termes de solutions, en fait. Hein. En termes de solutions par rapport à l'emploi, il faut attirer des entreprises. Aussi bien des entreprises françaises que des entreprises étrangères. Est-ce que le job a été fait depuis 30 ans En partie. En partie. Il y a des incubateurs qui existent, il y a des missions à l'étranger qui existent, mais on doit encore améliorer l'existant, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une véritable prospection organisée pour attirer des entreprises et pour aider les entreprises françaises à exporter aussi. Donc, il y a une dynamique d'aide à accélérer, en fait. Hein. Il y a des choses qui ont été faites, hein, mais c'est encore insuffisant. Et le management des ressources humaines, en est où dans les entreprises? Il y a beaucoup de boulot, en fait, à faire. Parce que, sur le management. sur le management, oui, il y a beaucoup de boulot, en fait. Hein. C'est pas quand on dit quelque chose à quelqu'un que ce quelqu'un va le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, Mieux lui expliquer? Il faut mieux l'expliquer, y mettre les formes, il faut expliquer ce qu'on doit faire ou pas, ou comment le faire en fait. Hein. Il faut être assertif. Et dans les collectivités, le management des ressources humaines, ça fonctionne bien? Je crois qu'il y aurait des marges de progrès importantes à réaliser. Vous faites des recommandations là-dedans On a fait. Vous faites des recrutements? On fait des recrutements, on fait même de la formation en fait. Hein. On a fait de la formation à l'accueil, par exemple, dans certaines collectivités. C'est important en fait, hein, bien sûr. Donc vous êtes spécialiste des CV. Que pensez-vous des CV des personnes qui se sont déclarées au municipal à Montpellier? Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent en politique. Donc là, de ce côté-là, chapeau. Hein, parce que c'est pas facile, ils prennent tous des coups. C'est pas évident en fait. Hein, donc c'est pas moi qui vais critiquer Dupont ou Durand parce qu'ils se lancent en campagne en fait. Hein. Je pense qu'on est en République, on est en démocratie, tout le monde a le droit de se présenter, c'est une excellente chose en fait. Hein. Donc bravo. Il faut encourager les gens à se présenter, et bien sûr encourager les autres à voter, bien sûr en fait. Hein. Non, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas un profil type d'homme politique en fait. Hein, donc, Qu'est-ce que vous pensez du CV de Moed Altrad? il est intéressant. C'est un excellent chef d'entreprise. Je pense que c'est un excellent manager aussi. Est-ce qu'il peut faire un bon maire? Il peut faire un très bon maire, oui. C'est quoi un CV truqué? Un CV truqué, c'est un CV qui ne reflète pas la réalité. Nous, on a fait des études sur les CV trompeurs, mais on a démontré que les 3/4 des CV sont faux. Les 3/4 des CV sont faux. Non, mais il y a la petite erreur, vous savez, Le petit péché véniel. la petite exagération méridionale. Voilà. Mais il y a parfois... Vous savez, un jour, j'ai reçu un candidat qui est marqué sur son CV, diplômé, Sudeco-Toulouse, 1972. Sudeco-Toulouse, c'est mon école. Et 1972, c'était mon année de promotion. Pas de bol. Pas de bol, en fait. Hein. Donc j'ai dû le charcuter quelques minutes pour qu'il m'avoue avoir fait un vague stage dans les locaux de Sudeco-Toulouse en 1972. Voilà, il y avait un petit fond de vérité. Mais bon, il n'avait pas fait Sudeco-Toulouse. Et vous l'avez déniché, vous avez réussi à... Sur ce coup-là, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Hein, mais ça m'a... Il a avoué. Ça m'a obligé. Hein. Ça m'a incité, si vous voulez, à être encore plus rigoureux sur la manière de lire un CV et de demander des éléments pour contrôler. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas, il faut demander... Depuis, je demande systématiquement les diplômes.
et les originaux. Je demande systématiquement les syndicats de travail, je demande systématiquement les 3 derniers bulletins de salaire, plus le bulletin de salaire du mois de l'année passée, pour être sûr, voilà, qu'ils ne me racontent pas de carabistouille. Je reviens à la question à laquelle vous étiez pressé de me répondre. N'avez-vous jamais réfléchi à un engagement politique? Ah, voilà une bonne question, Tristan. Effectivement. Je vais vous dire, je suis un homme politique. Enfin, un engagement. Oui, mais moi je suis un homme politique. Et Moi aussi, je suis un homme politique. Bien sûr, et je ne veux en aucun cas devenir un élu politique. Je pense que l'homme politique, c'est celui qui a sa place dans la cité et qui œuvre dans la cité. Un journaliste, un patron de presse comme vous êtes un homme politique. Vous n'avez pas besoin d'avoir un engagement d'élu politique, en fait. Une fois qu'on est élu politique, ils pensent à quoi, les élus politiques? Pas à réaliser leurs promesses, à se faire élire. Vous vous rendez compte, se faire élire? Et ils sont coincés par les consignes du parti, ils sont coincés par les électeurs, ils sont démagogues, ils sont obligés, en fait. Le système politique est fait comme ceci. Je préfère garder ma liberté. Voilà, je suis assertif, je dis ce que je pense, en fait. Hein, et je suis un homme politique. Je suis un petit colibri. Voilà. Donc vous n'avez jamais réfléchi à être un élu politique? Si, bien sûr, ça m'a titillé des fois, des tonnes de fois. Mais comme j'écoute ma femme, je vous ai dit, Christine, qui est de bons conseils, eh ben, je ne me suis jamais lancé en politique, je n'ai jamais eu une carte politique. D'accord. Et donc, on en a parlé tout à l'heure de l'association Couscous, là, je me souviens plus exactement. Non, c'est l'Académie internationale du couscous. Oui, l'Académie. Il se passe quoi dans vos soirées Couscous? On mange du couscous. Oui, non, mais j'imagine. Non, mais voilà, ce qu'il faut, c'est créer du lien social. Voilà. Et moi, dans toutes les caractéristiques que vous avez citées, vous avez oublié une caractéristique intéressante. Je suis un créateur de lien social. Voilà. Je me définis comme un créateur de lien social. Et ça suffit, partager un couscous avec quelqu'un, mais c'est génial en fait. Hein. Ça suffit amplement. C'est pas la peine d'imaginer, d'échafauder des tas de trucs. On a d'autres structures où l'on va parler, on va réfléchir, on va échanger. Mais dans certains cas, ben, il faut se poser, boire une bonne bouteille de vin et manger un bon couscous. Amplement suffisant. Les réseaux sont-ils plutôt loyalistes ou anticonformistes? Oh, il y a 36 réseaux, il y a beaucoup de réseaux en fait. Hein. Non, mais je ne vous demande pas combien il y a de réseaux, je vous demande s'ils sont plutôt loyalistes ou anticonformistes. Ça veut dire quoi, loyaliste? Ou alors on va dire conformistes ou anticonformistes, si vous préférez. Ben, les réseaux sont constitués d'associations. Bon, et les associations, elles ont forcément un but. Les anciens, les Aveyronais, bon, ils ont ils ont un objectif qui est de promouvoir l'Aveyron et de se réunir autour d'un Montripou et du Marcillac. Pourquoi pas? Ben, ils ont un objectif. Alors, s'ils sont conformistes, pas conformistes, ben, s'ils veulent se réunir entre eux, ben, c'est très bien. Vous votez en touche. Bon, on va terminer par la question chapeau. SOS femmes battues, ben, ils se réunissent, ils parlent des femmes battues. Hein. Non, mais est-ce qu'ils sont conformistes ou anticonformistes? Mais je comprends pas la question. Bon, on va laisser la question en suspens. Je comprends pas la question. Ben, ils sont conformes à leur objectif, en tout cas. D'accord. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Cher Florent. Je me suis posé la question. Je vais vous dire ce à quoi j'ai pensé. J'ai vu à 2 reprises 2 interviews avec la question chapeau. Je me suis dit, Tristan, et comme il est malin, je suis sûr qu'il a mis, je sais pas, mettons, combien il y a de feuilles? 2 feuilles? 3 feuilles? 3 questions? 4 questions? Je me suis dit, c'est sûrement les mêmes questions qu'il met à chaque fois. Ben, vous avez peut-être raison. Vous avez non, mais les 3 papiers sont les mêmes. Comme ça, au moins, quel que soit ce que je vais choisir. Je me suis posé la question. Ça, c'est honnête, ça. Hein. C'est une bonne question. Ça pourrait être comme ça. C'est la ruse, en fait. Ouais, c'est la ruse. Bon. Ouh, c'est bien fermé. Hein. Alors, il y en a qui disent que Florian est partout. Peut-on dire que le vrai Florian, il est où? Je vous ai un petit peu en partie répondu, en fait. Hein. Moi, je vis dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et tout m'intéresse. Je suis très curieux, en fait. Hein. Si vous venez chez moi, je viendrai dans ma chambre à coucher. C'est une belle chambre à coucher. C'est une belle invitation. Je vous inviterai dans ma chambre à coucher et vous verrez ma table de chevet. À ma table de chevet, il y a une centaine de bouquins et autant de journaux. Voilà. D'accord. Le vrai Florian, il est là, en fait. Hein. Je suis boulimique et je suis curieux, en fait. Hein. Tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Le vrai Florian, il est sur sa table de chevet.
En quelque sorte, mais alors c'est très amusant parce que j'ai photographié cette table de chevet et je l'ai envoyé à des copains en disant bon, photographiez-moi votre propre table de chevet. Il n'y a pas grand-chose sur la table de chevet des gens. Moi, il y a une bibliothèque, j'ai une bibliothèque comme table de chevet. Ben voilà, c'est pareil. Donc on a un point commun, on est boulimique, on est curieux. Allez, je vous Il est là remercie. le vrai Florian. Je vous remercie. Merci à vous.